Ce soir, nous accueillons Jean Dubuisson. Et puis alors ce soir, c'est pas une conférence en fait, c'est un cycle qui démarre avec Madame de Russe. Parce qu'elle a eu une vie tellement mouvementée. Elle a été, vous allez voir, mêlée à l'histoire de France, elle a été mêlée à l'histoire du comtat. Je lui donne la parole. Alors, on va commencer par sa naissance, avec une vieille famille qui remonte au XIIIe siècle, qui s'appelle les Soyans. Aimard Dessoyans, il est consul de Beau, un petit peu comme un maire, sauf que les consuls sont jamais seuls, c'est toujours deux ou trois. Il se marie avec Françoise de Lopis. Françoise de Lopis, c'est la fille de Jérôme de Lopis de la Salle, qui est seigneur de la Fare. Françoise de Lopis et Aimard Dessoyans vont avoir trois enfants. Paul Soyans, qui va devenir religieux, Jeanne de Soyans, dont on va parler, et Lucrèce de Soyans, et là, par un mystère assez curieux, on n'a pas ce qu'elle est devenue. Une autre famille va rencontrer les deux Soyans, ce sont les deux Saussans. L'origine de cette famille est assez amusante. Il y a une famille de Saussans qui est catholique, il y a une famille de Cambis qui est protestante, qui se font la guerre, et pour signer la paix, ils marient leurs enfants. Donc Antoine de Saussan, seigneur de Bolos et d'Arène, va se marier avec Lucrèce de Cambis, et ils vont avoir trois enfants, Françoise de Saussan, Jacques de Saussan, qui est seigneur de Bolos, et Marguerite de Saussan. Françoise de Saussan est pressentie pour se marier avec un personnage important, César de la Tour du Pin, gouverné. Pour constituer la dot de leur fille, ils vont déshériter Jacques de Saussan. Jacques de Saussan, qui était déshérité, avait plus que deux moyens pour vivre, ou la guerre ou la religion. Donc il a choisi la guerre. Donc il est parti à la guerre et il est revenu quelque temps après dans son domaine de la Bolos, où il commençait sérieusement à s'ennuyer. César de la Tour du Pin l'a invité dans son domaine de Buis-les-Baronnies et lui a présenté Jeanne de Soyans. Alors ils se sont mariés et ils eurent beaucoup d'enfants. Donc Jeanne de Soyans qui se marie avec Jacques de Saussan. Et on a les quatre enfants qui sont ici. Donc il y a les quatre enfants, mais malheureusement, les quatre enfants n'étaient pas du père présumé. En effet, quelques mois après le mariage, Jacques de Saussan était parti à la guerre, et quand il est revenu chez lui, il a trouvé quatre bambins dans le foyer. Il a compris que son épouse était la maîtresse de la Tour du Pin, déshéritée et cocu, il n'a pas supporté, il est parti, il a abandonné de la Tour du Pin, il a abandonné sa femme, et il a fait des actions en justice en non-maternité pour ses enfants. Alors ça a marché pour les trois derniers. Par contre, pour le premier, on ne peut pas savoir si c'était lui le père ou pas. C'est évident que lorsqu'on est dans des circonstances aussi rocambolesques, on a son avis un peu marqué. Donc, Françon de Saussan, c'est elle, qui va franciser son nom en Françoise de Saussan, de la Bolos, va être élevée dans un couvent à Carpentras. Et à Carpentras, elle va rencontrer un jeune homme de la famille de Raffaellis. Les Raffaellis sont une famille italienne implantée en comtat depuis le XVIe siècle. Ils possèdent un domaine, le domaine de Russe, qui est à Sainte-Cécile-les-Vignes. Les Raffaellis, c'est une famille qui est alliée au Misnard, esprit de Raffaellis, seigneur de Russe, va donc épouser Françoise de Saussan en 1649. Ils ont 19 ans tous les deux. Et bien sûr, Françoise de Saussan va hériter du titre de son mari et va se faire appeler Françoise de Saussan, dame de la Bolos et la reine Hélorusse. Alors voilà l'acte de mariage. Alors, la vie commune ne va pas durer longtemps entre esprit de Raffaellis et Françoise de Saussan, juste le temps de faire deux enfants, Horace Joseph de Raffaellis en 1650 et un deuxième fils, Pierre-Dominique de Raffaellis. Après la naissance de ces deux enfants, c'est une mondaine, elle va faire la rencontre d'une nièce de Mazarin lors d'une visite de Louis XIV en 1660 à Avignon. Elle va rencontrer Hortense de Mancini, une nièce de Mazarin, et qui fait partie des 7 mazarinettes, les nièces du cardinal, qui étaient réputées pour leur vie dissolue, les aventures amoureuses, l'inceste, les intrigues, le poison, la folie du jeu, l'excès de poisson, les messes noires, et genre comme ça. Et Françoise de Russe va vivre parmi elles. Elle va même franciser un peu plus son nom en se faisant appeler Françoise de Soissons. Donc que son nom ressemble beaucoup plus à son amie Hortense, qui était comtesse de Soissons. Mazarin a accordé une rente à vie à son fils d'un montant de 1600 livres. Alors on ne sait pas pour quelle raison, cette dame de Russe a réussi à décrocher cette rente, qui n'est pas très courant. Alors c'est au cours de fêtes royales
chez Fouquet. J'avais rencontré bien sûr d'autres personnages importants de la cour, Madame de Sévigné, la veuve Oscaron. Et à cette époque-là, entre 1661 et 1664, il y a un événement important qui va retenir l'attention des Français de l'époque, c'est le procès de Fouquet. Donc il y a eu deux plans qui se sont constitués. Il y a ceux qui étaient du côté de Fouquet. Alors on va trouver les Mazarinettes, parce qu'au niveau des fêtes, c'est pas mal. On va trouver également La Fontaine, on va trouver Madame de Sévigné, on va trouver Condé, on va trouver Turenne, on va trouver aussi la veuve Escaron. Et en face, il y a tous ceux qui sont pour Louis XIV et qui veulent la tête de Fouquet, en sachant que l'exécuteur des bases œuvres, ça va être Colbert, qui est chargé de constituer un tribunal de 22 personnes pour avoir la tête de Fouquet. Et là, Madame de Russe va réussir sa première intrigue. Elle va rencontrer Colbert et elle va lui dire qu'elle connaît un magistrat de la cour de Provence qui est facilement manipulable et qui serait bon de faire entrer dans les 22 juges parce qu'il se rangerait facilement du côté du roi. Il s'appelle Pierre de Raphaëlis de Roquessant et il se trouve que ce Pierre de Raphaëlis de Roquessant est également le cousin de Madame de Russe au 3e degré et par surcroît son amant. Mais ce monsieur est un monsieur intègre et il ne rentre pas du tout dans la combine. Il arrive à décider des autres juges de ne pas appliquer la peine de mort à Fouquet. Par contre, Madame de Russe, qui avait bien réussi sa première intrigue, elle va être expulsée du royaume et elle est obligée de venir se réfugier sur ses terres dans le Comtat. Au passage, elle va toucher un joli pactole de 20 000 écus qui lui va être donné par Fouquet. Donc Madame de Russe va regagner ses terres comtadines. Elle va rencontrer en 1673 les Arnaud, Nicolas Arnaud, les seigneurs de Beaubasson, seigneur de Coron, de la Garde-Carriole, il est intendant de Marine. Elle va commencer à faire établir un contre-mariage entre son fils Horace et Joseph, c'est son fils aîné, et la petite dernière des Arnaud, Geneviève. Donc il a accepté, s'est laissé convaincre, d'autant plus que Pierre Arnaud est devenu l'amant de Madame de Russe. Entre-temps, le premier mari de Madame de Russe, c'est compliqué, hein, le premier mari de Madame de Russe, qui était esprit de Raphaëlis, est décédé. Donc Madame de Russe a hérité de son mari, qui était séparé mais pas divorcé, et elle a pu se marier avec Pierre Arnaud. Le mariage de Pierre Arnaud et de Madame de Russe a eu lieu à Paris, au Châtelet. Elle a vécu ensuite à Versailles, et elle faisait des fréquents voyages dans le Comtat. On va la rencontrer souvent à Avignon, entre autres à la maison de la Pignotte, aussi la maison qui va devenir l'hôtel Requien, qui apparemment appartenait au Raphaëlis, à Beaune, où elle va acheter plusieurs propriétés. À partir de 1668, elle va traverser une crise mystique. Et elle va s'entourer de beaucoup de prêtres, entre autres un prêtre à Beaune qui s'appelle Michel, et le père de Vary à Avignon. À Beaune, elle construira un deuxième ermitage à côté, et sur une terre qui ne lui appartenait pas, puisque la chapelle appartient au seigneur de Forcial. Alors, le seigneur de Forcial n'entend pas de cette oreille, il fait détruire l'ermitage, et ça va donner lieu au procès dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a duré 4 ans. Dans cet ermitage, elle voulait construire une boutique et installer un ermite qui passerait sa vie à prier pour elle. Autre fondation de Françoise de Russe, c'est le domaine de Russe, ou de Ruth. Dans ce domaine, avec le chevalier d'Arnoux, même le chevalier, son mari, ils vont instituer les solitaires de Russe. C'est une espèce de congrégation où on va trouver des prêtres, on va trouver des orphelins, on va trouver des vieillards, et on va trouver des gens de métier dont la fonction est protéger, éduquer et donner un métier à des orphelins. Il y a des orphelins également. Et quand le temporel est assuré, assurer le secours spirituel par les prêtres. Donc elle va s'établir quelque temps dans son domaine de Russe. Et elle s'ennuie beaucoup, elle demande à son mari de venir, qui va venir quelques mois en 1695. Elle va en profiter pour lui faire signer un tas d'actes chez le notaire, dont bien sûr elle va s'attribuer la meilleure part. Et Pierre Arnaud, généreux, lui cèdera tout, à l'exception de Rochegude. Il s'est gardé Rochegude pour lui. Après ce testament qui a été fait le 5 décembre 1695, elle va rejoindre Rochegude, qu'elle ne va plus quitter. Les habitants l'appellent la Dame Noire. Et quelques jours avant sa mort, qui est survenue le 2 mai, elle a fait tendre dans son château des toiles de tenture noire, en attendant la mort. Elle est morte quasiment toute seule avec sa belle-sœur Geneviève. Elle laissera des fonds pour dire 4000 messes.